Cet après-midi, Daniel, j'aimerais parler des omnis. On commence à parler des omnis. Pas des ovnis, mais des omnis. Les médecins? L'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Je vais parler de l'omnipratie. Non, pas cela. Peut-être dans le troisième. OK, omniprésence, omnipotence et omniscience. Quelle est la source première de l'omniscience? L'omniscience, c'est la faculté de savoir tout ce qui peut se savoir, c'est-à-dire que l'omniscience, c'est la capacité d'englober dans sa conscience toute la conscience. Omniscience. Traduit dans le langage de l'homme par les systèmes planétaires reliés à l'évolution des mondes foi comme l'est notre monde, on peut appeler cela connaissance, c'est coloré du point de vue mémoriel, et on peut appeler cela savoir. Mais omniscience, en réalité, est une omniconscience, c'est-à-dire que c'est la faculté d'être conscient partout là où il y a de la conscience, finalement, dans tout ce qui est créé et dans tout ce qui n'est pas créé. Parce que l'omniscience créationnelle se limite aux limites même de la création, mais quand on parle de l'omniscience totale, cela veut dire que cela englobe et l'extra-créationnalité et l'intra-créationnalité. L'omnipotence, c'est la capacité de pouvoir tout faire. Quand on dit tout faire, cela veut dire être capable de créer, même si tu n'as pas la conscience. Mais on pourra voir par la suite si l'omnipotence est possible sans l'omniscience. Omnipotence veut dire être capable de tout faire. Cela veut dire que le phénomène omnipotent et la création est omnipotente. Il n'y a pas d'être dans la création qui, présentement, est omnipotent, mais la création est omnipotente. Alors, elle peut gérer des soleils, elle pourrait faire apparaître des soleils qui auraient des milliards d'années-lumière de diamètre. Ce n'est pas logique, alors ce n'est pas fait, mais c'est faisable. Et l'omnipotence, c'est donc la faculté de tout faire ce qui entre dans l'imagination de l'homme et de tout faire ce qui est totalement exclu des capacités imaginatives de l'homme. Autrement dit, tout ce que tu peux imaginer, c'est faisable, mais ta capacité d'imaginer est peut-être 1/1000e des capacités d'omnipotence possibles. L'omnipotence, l'omniscience et l'autre omni, il y en a plus que 3. Disons qu'on va parler de ces trois-là pour débuter. La troisième, c'est l'omniprésence. L'omniprésence, c'est celle de la Bible. Parce qu'il y a d'autres omnis. Or, l'omniprésence, c'est la faculté qui se rapproche de l'omniscience, c'est-à-dire que c'est la capacité. Disons qu'il y a presque, c'est parce qu'il manque des omnis, il y a presque une échelle de croissance au niveau des omnis. Alors, il y a l'individu ou la conscience qui, premièrement, devient présente à travers tout ce qui est consciemment là, sans nécessairement avoir la conscience de sa présence, et on appellera cela l'omniprésence. Donc, c'est présent partout, mais ça ne le sait pas nécessairement. D'une certaine façon, l'homme est omniprésent, parce que la structure formique de l'homme, la structure qui délimite sa forme, crée une limitation à la conscience de l'omniprésence. On croit être ici, mais en réalité, on est partout. Sauf que notre limite formique fait qu'on paramètre une forme et on la considère comme étant le tout, alors on va dire « je suis ici ». L'omniprésence apparaît en premier dans une sphère de conscientisation, et il y a une omniprésence galactique, une omniprésence universelle, une omniprésence super-universelle, une omniprésence créationnelle, et par la suite, il y aura une omniprésence tout court. Lorsque l'être humain devient supramental, il développe une omniprésence du point de vue mental. Par la suite, il va développer une omniscience, donc une omniconscience du point de vue mental, et par la suite, il va développer une omnipotence du point de vue mental. Lorsque l'être humain continue son ascension, il développe une omniprésence du point de vue supramental, alors il aura un double éthérique, il aura donc une présence énergétique dans le monde supramental, mais il ne le saura pas encore. Il aura encore une conscience planétaire. Lorsque cela est fait, lorsque l'omnipotence supramentale est posée, l'omniprésence supramentale est posée, il y aura l'omniscience supramentale où l'être humain va commencer à développer la conscience des phénomènes supramentaux, c'est-à-dire qu'il va maintenant se voir révéler dans sa conscience le fait qu'il est déjà là. Par la suite, dans le phénomène supramental, lorsque l'être humain continue son ascension, il va développer dans le contexte supramental l'omnipotence qui va lui permettre maintenant d'agir en fonction des limitations des plans supramentaux, donc il pourra tout faire en fonction nécessairement des limites supramentales. Lorsque cela est fait, l'homme va par la suite passer à une omniprésence au niveau du plan bouddhique, et une omniconscience au niveau du plan bouddhique, et une omnipotence au niveau du plan bouddhique, et ainsi de suite jusqu'au plan divin. Juste brièvement, tantôt je t'ai dit non, là, mais quels sont les autres omnis importants? Bon, premièrement, il n'y a pas d'importance, il y a d'utile.
Il y a là. Il y a quoi? Des choses qui sont là. L'omni là? Non. L'être humain considère toujours la limitation d'une trilogie en fonction de sa présence, de sa conscience et de son pouvoir. Mais il y a aussi dans les omnis des conditions qui pourraient s'appeler, ce sont des omnis négatives, des omnis inverses. Pas négatives, mais inverses. Parce qu'il y a aussi dans la structure créationnelle et incréationnalisée du monde, donc des choses, il y a dans toute cette phénoménologie les antipodes. Ce ne sont pas des dualités, ce sont des concepts que l'être humain verra comme dualité, mais dans l'expression phonique, ils paraîtront comme étant inverses. Alors tu auras, disons, l'anti-omniscience, où il n'y a aucune conscience, mais cette aucune conscience fait partie des sphères qui permettent à la conscience d'exister, mais ce n'est pas une dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte dans les omnis, comme on va retrouver dans les systèmes actuels où on aura le chaud et le froid, et l'un tente d'équilibrer l'autre. Le système, disons, omni-inconscient n'est pas un système qui tend à refroidir l'omni-conscience. Il y a le système où il n'y a pas d'endroit, un système d'omni-imprésence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence, il n'y a foutrement rien, et ce n'est pas en guerre d'équilibre avec l'omniprésence que nous connaissons. Et il y a aussi un autre omni qui va être l'omni anti-pouvoir, c'est-à-dire une totalité de structure où rien ne se peut. Et quand je dis une totalité de structure où rien ne se peut, cela veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de déplacement, qu'il n'y a pas d'action et qu'il n'y a aucune réaction. Il n'y a rien. Ces omnis font partie des structures qui sont absolument inaccessibles à l'homme, et c'est pourquoi la théologie intuitive parle exclusivement des omnis dans le sens omniscience, potence et présence, alors que les omnis inverses sont totalement inaccessibles à la conscience, à la structure conscientisée de l'homme actuellement, et elles ne feront pas partie de la structure humaine, jamais. Où est la source de ces trois omnis principaux? Bon, les omnis dans le sens exprimé, donc on a les omnipotence, présence et science, ce que j'ai parlé dans le début. Où est la source? C'est une bonne question. Pour comprendre la réponse, on doit commencer par arriver à conceptualiser l'idée même que la perception que nous avons de l'univers, c'est une perception qui est exclusivement galactique, universelle, mais qui ne peut dépasser le cadre de l'universel. La conceptualisation que nous avons du monde présentement au niveau des diamètres, 15,5 milliards d'années de diamètre pour notre univers, et la conception que nous avons du monde dans le sens, par exemple, tu regardes au microscope une goutte d'eau, dans la goutte d'eau tu vois des atomes, te concentrant sur un atome tu vois un système planétaire, te concentrant sur une particule subatomique tu vois des nuages, te concentrant sur cette particule tu vois des maisons, te concentrant sur une maison tu vois un gars assis sur une chaise à regarder dans un microscope et tu vois que c'est toi. Cela fait partie de la mécanicité qui permet à l'humain de considérer son univers comme étant fini, mais comme n'ayant aucune limite. Et cela fait encore partie de ce qu'Albert Einstein avait dit, si tu lances un objet droit devant toi et que l'objet ne se détourne pas et va en ligne droite et ne frappe aucun obstacle, après 15,5 milliards d'années, l'objet va te revenir derrière la tête. Parce qu'il n'aura jamais trouvé de limite, même si l'univers est fini. Cette conception est totalement vraie, ainsi que si l'on considère, par exemple, que la vitesse de la lumière est de près de 300 000 km à la seconde, ce qui est totalement faux. La lumière voyage beaucoup plus rapidement que 299 792,5 km à la seconde, donc en arrondissant 300 000 km à la seconde. La lumière voyage énormément de fois plus rapidement que cela, mais la structure de notre univers oblige les vitesses à une limite qui va être 300 000 km à la seconde. C'est pourquoi la lumière ne peut, dans l'apparence, accélérer ou aller plus vite que 300 000 km à la seconde. Par contre, si on prend un faisceau lumineux et qu'on l'envoie dans une direction à, disons, 300 000 km à la seconde, si c'est une lumière électrique et qu'on l'allume et qu'elle circule dans cette direction-là, le faisceau qui va dans l'autre direction, si la lumière, la lampe de poche va à 300 000 km à la seconde par là-bas, cela veut dire que le faisceau de protons qui va sortir de la lumière devrait commencer là où il a commencé l'éclairage, mais il ne devrait pas pouvoir être projeté. Pourquoi? Parce que la lumière est reculée à 300 000 km à la seconde. Sauf que lorsque l'on fait des tests, par exemple, sur les voies ferrées ou dans des avions de chasse qui vont à peine à la vitesse d'une tortue, lorsque notre lampe de poche qui va dans cette direction à 300 000 km à la seconde, si on allume la lumière, le photonique va se diriger à 300 000 km à la seconde dans l'autre direction.
Cela veut dire que notre lumière vient d'atteindre 600 000 km à la seconde. On comprend l'idée? Un peu, oui. Bon. Enfin, si tu voyages par là-bas à 20 000 à l'heure et que tu lances quelque chose à 20 000 à l'heure, la chose va tomber là. Si tu la lances à 40 000 à l'heure, elle pourra aussi avancer. Exactement comme un avion de chasse. S'il tire un missile qui va à la même vitesse que lui, le missile va rester en dessous de l'avion. Il faut qu'il tire un missile qui va plus vite. Mais si l'avion recule, le missile, quand il va le lancer, la vitesse du missile ne sera pas additionnée à la vitesse de l'avion. Les deux allant dans la même direction. Et la vitesse du missile devra être soustraite de la vitesse de recul de l'avion. Alors, si je lance une balle à 20 000 à l'heure, elle va à 20 000 à l'heure. Si je cours déjà à 20 000 à l'heure et que je la lance, je lance à 40 000 à l'heure. Mais si je cours à reculons à 20 000 à l'heure, quand on l'a lancé, elle va simplement rester là où je vais lâcher. Et moi, je vais reculer par rapport à la balle. Alors, si ta vitesse de lumière, quand tu recules ta lampe de poche à 300 000 km à la seconde, si tu l'allumes, la lumière devrait rester là et tirer le faisceau vers la flashlight, la lampe de poche. Mais dans la réalité des choses, la lumière va se projeter là-bas. Donc, elle va à 100 000 km à la seconde. Mais si tu considères que le faisceau lumineux, relativement à lui, tu auras encore 300 000 km à la seconde. Ça dépend de ton point de départ. Oui, mais en réalité, cela veut dire que la vitesse de la lumière n'est pas 300 000 km à la seconde, mais qu'elle est limitée à 300 000 km à la seconde dans notre continuum. Toute la structure de l'univers, telle que vue par Albert Einstein et telle que perçue par les astrophysiciens et les astronomes, pas des astrologues, ceux qui ne voient que leur nombril, je parle des astronomes, cet univers est un univers qui considère la création à partir d'un continuum qui est fini, mais qui n'a pas de limite. Okay. Minute, je continue. On parle d'omniprésence, d'omnipotence. Où est la source? Telle est la question. Quand l'être humain atteint une sphère supramentale, dans son évolution de conscience, atteignant une sphère supramentale, il reste relativement assujetti à la limite de déplacement de notre continuum. Donc, sa rapidité de réflexion sera limitée et très limitée à une vitesse qui est arrondie à 300 000 km à la seconde. Cela veut dire que présentement, toi, ton système cérébral fonctionne à peu près à 100 mètres seconde. Ça veut dire que dans ton cerveau, ça voyage les réflexions 100 mètres à la seconde. Moi, je te dis que lorsque l'être humain devient supramental, donc lorsqu'il a un double éthérique qui est en fusion avec lui, son système de réflexion atteint non pas 100 mètres à la seconde, mais 300 000 mètres à la seconde, donc 300 000 kilomètres à la seconde. Cela veut dire que tu réfléchis 300 000 fois plus rapidement, ou presque, 300 000 multiplié par 100 fois plus rapidement que tu réfléchis actuellement. Alors, du point de vue de l'humain conventionnel, cela paraît de l'instantanéité instantanée. L'humain n'arrive pas à comprendre comment tu peux arriver à cela. C'est ce qui va permettre à ton système de logistique de pouvoir engendrer une conscience qui pourra englober, par exemple, tout le système planétaire en même temps. Ce n'est pas en même temps, c'est réparti sur un 10 millionième de seconde, mais tu connais la position de tout ce qui existe dans le monde planétaire en dedans d'un 10 millionième de seconde, ce qui pour l'être humain devient de l'instantanéité. Lorsque l'être humain a une fusion avec son double éthérique, il a accès donc à la structure galactique et il a accès aussi à la structure universelle par les transports séraphiques, c'est-à-dire par la prolongation de l'énergie éthérique de son double éthérique qui va créer des canaux permettant à sa conscience de voyager d'un monde à un autre. Mais jusque-là, l'être humain reste limité dans un continuum 300 000 km à la seconde et il reste limité dans un continuum qu'il ne peut pas sortir. Lorsque la conscience de l'homme, dans ce phénomène-là, veut sortir du monde, aller dans le plan bouddhique, par exemple, aller dans le plan divin, il arrive quelque part et il revient dedans. Pourquoi? Parce que la structure telle qu'a été créé notre univers, on ne peut pas s'en sortir. Nous ne voyageons pas suffisamment rapidement pour pouvoir atteindre un état de conscience qui serait une omniscience, une omniconscience, une omnipotence et une omniprésence qui serait digne du plan bouddhique, c'est-à-dire du plan super universel. Donc, lorsque nous considérons la source même de l'omnipotence, de l'omniscience, cela vient d'une région qui s'appelle un super univers et dont la vitesse limite est extrêmement au-delà de 300 000 km à la seconde, mais l'être humain, lui, présentement, tel qu'il est structuré, ne pourra jamais échapper à la structure supramentale, c'est-à-dire que l'être humain ne pourra pas avoir accès d'une façon consciente, l'être humain n'aura jamais accès à l'omniscience bouddhique, à l'omnipotence bouddhique et à l'omniprésence bouddhique, tant qu'il restera assujetti à une évolution chronométrique 300 000 km à la seconde. J'explique un petit peu mieux. Lorsque tu prends un objet et que tu le lances dans l'univers, ton objet s'en va. Lance à la vitesse que tu voudras, il viendra à un moment donné où il s'appuiera sur la limite conceptuelle de notre monde, 300 000 km à la seconde. En admettant qu'on puisse lancer à la vitesse de la lumière un vaisseau spatial, après 15 milliards et demi, 15 milliards 500 millions d'années standards, il va revenir à la Terre. Il va revenir à son point de départ.
Quelle que soit la direction où tu lances ton vaisseau spatial, s'il va en ligne droite, il reviendra après 15 milliards 500 millions d'années. Maintenant, si tu le lances en ligne courbe, il ne reviendra pas, mais après des milliards et des milliards et des centaines de milliards d'années, il aura parcouru toute la sphère, mais de toute façon, il ne pourra pas s'en échapper. Alors, la conscience de l'homme n'y échappera pas non plus. La conscience de l'homme limitée à 10 mètres secondes dans un cerveau régulier, à 300 000 km à la seconde, la conscience de l'homme n'a pas encore la rapidité suffisante pour échapper aux contraintes limitatives du monde universel dans lequel nous sommes figés. Alors, lorsque l'être humain pose la question d'où vient la source de l'omniscience, omniprésence, omnipotence de notre structure universelle, on doit imaginer l'univers, notre univers, qui contient des milliards de galaxies, notre univers comme étant une sphère où lorsque tu arrives à la limite de la sphère, immédiatement en même temps que tu arrives à la limite de la sphère, tu es ici à l'autre bout pour revenir dedans la sphère. Tu ne peux y échapper. À l'extérieur de ça, il y a une rapidité qui peut se mesurer, disons, à 300 000 années-lumière à la seconde, si on veut mettre un mot, qui, elle, engendre une phénoménologie qui englobe totalement notre univers. Et étant donné que notre univers est un univers qui n'a pas de limite, mais qui est fini, cela veut dire que le bord de l'univers se trouve partout. Cela veut dire que présentement, moi, je peux considérer que le bord de l'univers est à côté de moi. Donc, si je traverse là, immédiatement, je me ramasse à l'opposé de l'univers, qui est exactement ce qui est visible ici. Autrement dit, que lorsque je regarde là-bas, c'est exactement comme j'étais placé à 15,5 milliards d'années par là-bas, je voyais la même chose. Mais tu peux aussi, toi, dire que le bord de l'univers est à côté de toi, et que le reste de l'univers. C'est facile, où je suis? Je ne suis pas au centre de l'univers. Sauf si je veux, alors j'aurai 7 milliards d'années par là-bas, 7 milliards d'années-lumière par là-bas en distance. Mais je peux être sur le bord et avoir 15 milliards d'années par là-bas. Bon. Lorsque nous parlons de cette source d'omniscience, omnipotence, omniprésence dans la structure universelle, nous devons considérer notre univers comme étant un univers dont le centre se trouve là où le centre se trouve. C'est-à-dire que le centre se trouve là où l'homme, où la conscience de l'homme veut bien le placer. Donc, il y a autant de centres qu'il y a de conscience, c'est-à-dire qu'en réalité, je t'excuse. Je t'interromps ici, là, parce que ce que moi j'aimerais, si on regarde ça d'une autre façon, Daniel, on y reviendra à ce que c'est que tu en arrivais. Là. On va y revenir. Disons que l'homme et ses niveaux de conscience sont à l'extérieur. Essaie de les tenir à l'extérieur de la question dont que je vais continuer à te poser. Au niveau de l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Mettons pas l'homme avec ses niveaux de conscience en relativité avec ça. Si on regarde un grain de sable, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence sont potentiellement contenus dedans. Oui, mais potentiellement contenu dedans, on sait ce que ça veut dire. OK. Un tas de marde, c'est potentiellement une pomme. Mais j'ai jamais mangé une pomme. C'est évident. Partant de ce point-là, en oubliant les niveaux de conscience de l'homme par rapport à l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, la source de ces trois omnis est où? Elle est dans notre univers ou à l'extérieur de l'univers? À l'extérieur de l'univers. Est-ce que c'est au centre source qu'elle est? On appelle cela centre-source pour permettre à des structures spirituelles humaines d'arriver à se sécuriser dans une idée plus vaste. Le centre-source n'existe pas. La source existe et elle n'a pas de centre. Alors, lorsque l'on dit que le centre-source n'a aucune coordonnée géospatiale, spatio-temporelle, cela veut dire que dans le temps, il n'a pas de coordonnée, donc il est nulle part, partout. Et dans l'espace, il n'a pas de coordonnées, donc elle est nulle part ou partout. Cela revient à continuer donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu envisages l'univers comme étant ce qu'il est, cela veut nécessairement dire que le centre se trouve n'importe où. Donc, la source même qui amène l'omniscience, omniprésence, omniconscience dans ton grain de sable se trouve exactement dans ton grain de sable, mais dans un monde bouddhique parallèle qui fait en sorte que le grain de sable ne pourra jamais avoir conscience ou ne pourra jamais se servir de l'omniscience qui l'habite, parce que finalement, ça habite la même coordonnée illusoire sans habiter la même expression. OK. Mais c'est partout en même temps. C'est partout. Dans notre univers. C'est partout, donc on va obligé de mettre en même temps. C'est partout. OK. Bon. OK. Si on regarde l'univers comme ça. Si on envisage l'univers. Si on envisage l'univers de cette façon-là, tout en oubliant encore l'homme et ses plans face à l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Là, on regarde le grain de sable.
maintenant, si on regarde toute la planète Terre, disons qu'on oublie les autres, On regarde le grain de sable. astres, on regarde la même chose que le grain de sable. Cette omniscience, omnipotence, omniprésence se manifeste dans l'intelligence d'un arbre, parce qu'il y a énormément d'intelligence dans l'arbre. Pas une intelligence active, mais il y a une intelligence. L'arbre, c'est la graine qui... Non, c'est faux. Il n'y a pas d'intelligence dans l'arbre, mais il y a de l'intelligence dans la même structure spatio-temporelle que l'arbre. Donc, il y a de l'intelligence à la même place et en même temps que l'arbre, mais pas dans l'arbre. OK, pas dans l'arbre, mais disons que c'est de... Mais si tu ôtes l'arbre, il restera l'intelligence, qui va nous faire penser Oui. qu'elle est dans l'arbre. Oui, mais l'arbre, là, c'est pas. Si l'arbre existe, c'est parce qu'il y a l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence qui travaillent intelligemment Pas le choix. pour l'arbre. Pour Travail que l'arbre intelligemment, puisse c'est exister. diplomatique. Travail tout court. On dit intelligent parce que c'est eux autres qui le font. Oui. L'intelligence est paramétrée par ce qu'ils font. C'est ce qui permet à l'arbre d'être là. Oui. OK? Puis lorsque, si on ramène l'homme, puis qu'il étudie l'arbre, il voit, plus qu'il va l'étudier, plus qu'il va voir l'intelligence qu'il y a à travers tout ce système. Oui. Bon. Maintenant, si on revient à un autre niveau, la matière physique, terre, roche, disons les minéraux, on peut le comparer au grain de sable. Maintenant, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, on vient de voir que dans l'arbre, c'est ça qui permet à l'arbre d'être. Non. À l'arbre c'est-à-dire d'être devenu un arbre. Non plus. C'est pas l'intelligence qui a permis à la graine, pas la graine, qu'est-ce que c'est qu'il faut pousser un arbre? Un grain. Une graine. OK. Un grain. Alors, qu'est-ce que c'est de plus que ça a pris l'étincelle ou quoi de plus pour que l'arbre existe? L'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence ne crée pas des arbres. Elle habite. Bon. On parle de monde parallèle souvent. Alors, j'en arrivais au monde parallèle. Oui, on parle de monde parallèle. Je vais t'en donner un monde parallèle qui est extrêmement intéressant. En même temps qu'existe notre création, en même temps, n'existe pas notre création. Oui, parce que c'est ça qui lui permet d'exister. Non, ça c'est intéressant. Non, c'est beau. Alors, il y a une trame qu'on peut appeler l'extracréationnalité. Ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Mais c'est ça qui nous a engendrés. Et ça n'existe pas parce qu'il n'a pas de temps. Donc, il n'a pas le temps d'exister. Ce n'est pas là parce qu'il n'y a pas de matière. La matière n'ayant pas le temps d'exister. Et on sait que la matière est une quantité de temps. Le temps est une quantité de matière. Là-bas, il y a ni temps ni matière. Ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Et c'est pas là qu'on va. Mais c'est là qu'on va. Dans pas là. Cette chose qui n'existe pas, donc qui n'a pas de limite, qui n'est pas finie, qui n'a jamais connu de début, qui ne connaîtra jamais de fin, par le simple fait qu'elle n'est pas là, cette chose paramètre un bouillon de culture qui s'appelle la création. En même temps, dans le même espace, présentement dans ce verre d'eau, il n'y a rien. Et parallèlement à ce vide, il y a de l'eau. Je ne tiens rien dans ma main. Parallèlement à ce vide, il y a un verre. C'est un monde parallèle. Ce ne sont pas des mondes parallèles absolument style Kettel, le monde de la mort, puis les mondes extraterrestres, puis les mondes de forme de conscience, etc., ou le monde des esprits. Alors, il y a maintenant cette création. À travers la création, il y a d'autres mondes parallèles qui se juxtaposent les uns aux autres et qui ne peuvent être reliés que par de la conscience. L'arbre ne connaît ni l'omniprésence, ni l'omnipotence, ni l'omniscience parce qu'il n'a pas de conscience. Donc, ces mondes parallèles sont totalement inexistentiels par rapport à l'arbre, alors que l'arbre existe pour l'omniscience n'existe pas pour l'arbre. Alors que l'arbre existe pour l'homme, l'homme n'existe pas pour l'arbre. Maintenant, il faut faire attention. À l'instant, l'arbre n'a pas toujours existé. Quand on compte des histoires comme, par exemple, dans l'Antiquité, il y a de cela quelques millions d'années, sinon des milliards d'années, la végétation est apparue avant l'homme, avant les animaux. Il faut, les animaux sont apparus avant les plantes. Pour pouvoir donner une raison d'être aux plantes. C'est-à-dire que la plante n'existe que s'il y a de la conscience pour la paramétrer, mais la plante n'a pas la conscience d'avoir de conscience. Alors,
Alors, lorsque nous parlons de monde parallèle, lorsque nous parlons encore de l'omniprésence dans la plante, il n'y a pas de l'intelligence pour gérer la gestion d'une plante. Il y a de l'intelligence pour gérer la gestion organique d'un arbre. Mais il n'y a pas d'omniscience, d'omnipotence, d'omniprésence pour l'arbre. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour l'arbre, il n'y en a pas. Il n'y en a donc pas. Mais l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence, si tu le retires, il va y avoir un arbre? Ah ben oui. Mais une chose certaine, c'est que la question ne se pose pas, parce que finalement, tu ne peux pas la retirer. Mais effectivement, il y aurait quand même un arbre. Si tu retires l'intelligence, il n'y aura plus d'arbre. Même s'il y a de l'omniscience, omnipotence, omniprésence. Pas d'intelligence, il n'y aura plus d'arbre. L'intelligence, c'est ce que c'est l'intelligence. C'est un canal entre l'omniscience, omnipotence, omniprésence et les phénomènes de la matière. C'est ce qui relie le tout. C'est ce qui permet à l'un d'être existentiel par rapport à un autre, sans nécessairement s'interpénétrer, sans nécessairement se connaître. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils utilisent ces trois omnis comme véhicule? Non, l'inverse. Les trois omnis utilisent l'arbre comme véhicule. Dans l'intelligence, pardon. L'intelligence utilise les trois omnis et utilise l'arbre. Mais l'intelligence est créée par la friction entre l'arbre et les trois omnis. Mais l'arbre ne dépend pas des trois omnis. Non. OK, ça va. Maintenant, si on prenait... C'est un petit peu complexe, là. Mais... OK. Peux-tu me répéter encore comment est-ce que l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence véhiculées, c'est-à-dire qui véhiculent l'intelligence, permettent à la nature de créer un arbre? Bon. Il y a donc dans cette sphère de création qu'on appelle notre univers une condition thermique, une condition de chaleur, qu'on peut appeler énergétique, mais c'est plutôt une condition de chaleur. Une condition thermique, une enveloppe, une barrière thermique, qui décompose toute structure qui s'y approche pour la restructurer là d'où elle vient, à l'opposé. Cela veut dire que lorsque l'être humain arrive à la limite, il arrive toujours à la limite de son univers en fonction de son point de départ. Cela veut dire que quel que soit l'endroit spatial dans l'univers où tu vas partir, ça te prendra quand même 15,5 milliards d'années pour revenir. Cette barrière thermique, elle est une espèce d'enveloppe, je dessine un peu les choses, et lorsque tu vis au niveau du plan bouddhique où tu vas découvrir une limitation d'omni, donc omniscience, omnipotence, omniprésence, qui n'est pas en référence avec les mêmes omnis au niveau du plan divin, mais on parle d'un omni plus puissant que le nôtre. Lorsque celui-ci, paramètre qui contourne notre univers, mais encore une fois, il faut bien comprendre que l'univers qu'il contourne est le tien, et il contourne le mien, parce que mon centre n'est pas le même centre que le tien. Alors, on ne peut pas penser que dans un univers contourné, il y a toutes les planètes, toutes les galaxies, tous les humains. Pourquoi? Bon, alors, disons qu'il ne contourne que le tien, ton univers. Dans ton univers, il y aura l'image du reste. Mais dans leur univers, tu feras partie de l'image du leur. Autrement dit, toi, tu es à côté, le dos sur la limite de ton univers, mais chaque être humain est à côté sur le dos de la limite de l'univers aussi. Donc, ils sont tous à la même place que toi. C'est pourquoi ce sont des fois des univers parallèles. Maintenant, toi, parlons juste de ton univers dans lequel tu visualises les autres et tout ce qui existe dedans, même si tu ne connais pas encore. Étant donné que tu es à côté dedans, tu es à côté sur la limite. Lorsque les omnis bouddhiques ont une tendance à... Ils sont un monde parallèle, donc ils interpénètrent totalement ton système universel, disons, supramental et galactique. Et lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, ils vont pénétrer à l'intérieur, je pourrais expliquer pourquoi, mais pour l'instant, on répond à la question. Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, ils pénètrent toujours par l'intérieur d'un centre source, mais ce centre source est relatif à chaque individu. Il est toujours à côté de l'oreille gauche d'un être humain, quel que soit l'humain. Donc, lorsqu'il pénètre ici à l'intérieur, dans ce centre source, il prend de cette barrière thermique et il la pousse à l'intérieur. Cette barrière thermique qui pénètre à l'intérieur a une vibration donc extrêmement plus puissante et ça devient un canal. Ce canal-là, on l'appelle énergie supramentale en ce qui concerne la pénétration. On parle d'intelligence plutôt, qui est une forme de l'énergie supramentale de l'intelligence, mais l'intelligence, ça peut être paramétré par d'autres conditions. Alors, on parle donc d'intelligence. Cela crée un continuum d'intelligence qui amène de la structure thermique extérieure à notre univers une condition intra-universelle poussée par une condition extra-universelle que tu appelles les omnis,
Et cela pénètre à l'intérieur de ce continuum de monde, et les omnis pénétrés à l'intérieur engendrent une condition intelligente qui vont permettre la création, la logifération, la croissance de structures reliées à ce monde, en l'occurrence au niveau de notre planète. Autrement dit, chaque fois qu'un arbre pousse, on pourrait, spirituellement, disons coloré, on pourrait dire que lorsqu'un arbre pousse, il y a de l'omni qui une région donnée dans un monde refroidi, parce que ça prend un laps de temps avant d'arriver ici sous forme d'arbre, ça doit se refroidir de plus en plus. La barrière thermique va s'adapter à ce qui a déjà été densifié dans les mondes refroidis. Donc, c'est-à-dire que la barrière thermique ne pourra pas créer un arbre s'il n'y a pas d'arbre. Elle ne pourra créer un arbre que si elle s'adapte à d'autres limitations de barrière thermique, en l'occurrence, qui viennent du passé, en l'occurrence, une graine, en l'occurrence, un samar d'érable ou des choses comme ça. Donc, l'omnipotence arrive comme cela. Elle permet un certain support, mais c'est l'intelligence qui va gérer la structuration de l'énergie organique, atomique, etc., pour bâtir un arbre. Donc, dire, si je comprends bien, qu'il y a une relation directe avec ce point-là, si on le prend comme tu viens de mentionner, d'un point de vue spirituel, avec le centre-source. Oui, mais je te donne un exemple très clair, c'est pas long. Tu prends une marionnette en guenille. C'est l'homme. L'omni, la main, pénètre à l'intérieur et monte la marionnette. Et maintenant, tu vois la forme de la marionnette. Et ne parlons pas de ce qui l'anime. Et là, on va dire crime, mais l'omni est dans l'homme, c'est vrai. Mais la guenille ne peut pas servir de la main. Il n'y a rien à faire. Alors, l'omni, toutes les omnis, c'est là, effectivement. Mais ça n'a rien à foutre avec ce qui est là. OK. Maintenant, ce que je voudrais en arriver, Daniel, c'est voir les différents niveaux vibratoires qu'il y a entre ces omnis. Au niveau minéraux, végétal, animal, pour ensuite aller vers l'homme et aller vers les plans parallèles. C'est pour ça que je voulais en arriver à ça. Voir de quelle façon est-ce que c'est relié, de quelle façon le véhicule est utilisé pour agir en fonction de faire qu'est-ce que c'est qui a à être fait, et pour de façon à nous permettre, nous, les hommes, avec nos différents plans de conscience, d'imager, d'essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne exactement pour voir les autres plans. L'arbre, c'est facile à voir, on l'a étudié depuis des années. Bon, mais ce qu'on a étudié, on n'a rien compris. Non, mais c'est plus facile, vu qu'on est habitué avec notre œil et dans nos sens, que de parler du plan astral, par exemple, qui a une relation directe dans les omnis avec ce qui nous constitue. Bon. C'est énorme, en fait, question. Oui, il va falloir en poser plusieurs. J'explique à quoi je voulais en arriver. Une question pour 4 heures, après ça, tu vas maintenant... Justement, pour te donner une idée pourquoi est-ce que j'ai posé ces questions-là en premier. Premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain tel qu'il est construit, et je dis cela, et puis quand il y aura des questions, on pourra élaborer un peu plus, parce que c'est bon quand même que l'être humain panique pas, mais structure des questions plutôt. Alors, je laisse passer des phénomènes expérimentaux à l'intérieur des armes, mais ça libère des questions. Si ça engendre encore des stress, bien, ça va les purifier. Premièrement, la structure conceptuelle de l'homme, la structure de l'homme tel qu'il est conçu présentement, est une structure qui élimine totalement l'homme, l'humanité, de la possibilité de pénétrer une extra-conscience à jamais. C'est-à-dire que si l'on considère l'homme du point de vue cosmique, du point de vue, disons même, suprême-universel, lorsque l'on considère le règne de l'homme, on prend conscience que le règne de l'homme est finalitaire, c'est-à-dire que le règne de l'homme n'est pas un règne qui est éternel. C'est-à-dire que l'être humain va vivre une structure évolutive qui va lui permettre de cheminer pendant un laps de temps cosmique à travers des structures de réchauffement, après être passé par des structures de densification qu'on appelle des effusions. Et lentement, l'homme, qui est un être volitif, donc évolutionnaire, pendant un laps de temps, va continuer à augmenter son schéma de conscience, son schéma de potence et son schéma de présence. Mais l'être humain est un être finalitaire, en ce sens que l'être humain verra un obstacle majeur se pointer devant lui à un moment donné, et l'être humain pourra considérer qu'il vient d'atteindre le summum de ce qui est attribuable à l'être humain. Donc, on peut exclure du règne de l'homme la capacité omnipotente, omniscience et omniprésence supra-universelle, ainsi que créationnelle. C'est-à-dire que l'on pourrait considérer l'être humain comme étant un être qui serait réduit à atteindre qu'un état supra-grandiose d'évolution, mais que l'être humain, le règne humain, n'a pas été créé et n'est pas agencé de façon à pouvoir, à un moment donné de son système d'évolution, traverser toutes les sphères des mondes créés
des mondes créationnels et d'aller chercher la régence totale de la création. Cela ne s'adresse pas à l'homme. Alors, on pourrait donc juxtaposer ce que je viens de dire avec différentes choses qui ont déjà été dites dans certains livres plutôt bizarres, que l'être humain, toujours ayant un rôle finalitaire, n'est pas appelé à devenir Dieu, mais est appelé à devenir, spirituellement, pour prendre des correspondances, archange. Certains peuvent devenir Melchisédek, et ça peut s'arrêter là à travers certaines autres formes de hiérarchie aussi, qui peuvent être appelés. Donc, l'homme resterait un serviteur de hauts phénomènes qui, eux, conservent en eux les omnis. Première chose. Si je comprends bien, l'homme ne saura jamais l'omniscience, l'omniprésence ou l'omnipotence. Exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se servira pas de ces trois omnis. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en servira pas. Le véhicule d'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en servira pas, mais on peut quand même affirmer qu'effectivement, il ne s'en servira pas. Parce que ça n'a pas été fait comme ça. Ah oui, il ne s'en servira pas, l'homme. L'homme ne pourra pas s'en servir. C'est un véhicule. L'homme est exclusivement un véhicule. Donc, l'homme n'est pas un maître. Je parle de l'humanité. Ce n'est pas un maître. C'est un véhicule extraordinaire. C'est un maître du point de vue du monde astral. C'est un maître du point de vue du monde mental. Ça deviendra même un maître complice du point de vue du monde supramental. Mais là, on commence à approcher des hauts fonds qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, la structure de l'homme ne souffrira plus comme aujourd'hui, parce que je dis que l'homme ne deviendra pas un dieu du point de vue créationnel. Il y a des égos dans la salle qui se sentent frustrés, des égos qui ne sont pas ici, qui écoutent et qui se sentent frustrés. Mais l'homme veut toujours avoir le summum, le maximum. L'homme est un véhicule, je l'ai dit souvent, je l'ai dit d'une façon occulte, mais je l'ai quand même dit, là, je le dis un peu plus clairement. L'être humain est un véhicule qui sert à recevoir de l'intelligence, et à un niveau complice, c'est-à-dire au niveau du plan supramental, il y aura donc une fusion entre une bilocation de conscience, entre une conscience supramentale, qui va être engendrée par la négociation de l'âme de l'homme, mais quand même qui va être créée à travers de l'énergie supramentale, c'est-à-dire que les contingences supramentales vont se servir d'un moule qu'on appelle l'âme pure de l'homme pour engendrer un double corporel qui va être adapté à la structure évolutionnaire des mondes dans lesquels nous sommes placés, et qui par la suite, totalement supramentale, va se rapprocher du corps de l'âme et de l'âme pure de l'âme, une âme sans ego, sans mémoire volatile, et ce phénomène-là qu'on appelle le double éthérique, qui ne sera qu'une copie de nous autres mêmes, mais bâti avec de la matière supramentale et terrifié avec de l'intelligence supramentale et non pas humaine, va s'associer à nous. Cela va engendrer une espèce de conscience complice entre la conscience de l'âme et la conscience du plan galactique supramental, engendrant ce qu'on appelle aussi une biconscience temporaire, qui va finir par devenir une conscience galactique et planétaire, ce qu'on appelle l'homme nouveau. Maintenant, à partir de ce moment donné, l'être humain atteint un plafond du point de vue de l'évolution de conscience. L'humain ne peut pas dépasser cette structuration de conscience. Il peut avoir un contact avec le plan bouddhique, mais il ne créera pas un double bouddhique avec lequel les sphères supramentalo-planétaires vont se fusionner un jour. Il ne créera pas un double divin avec lesquels les sphères bouddhico-supramentalo-planétaires vont se fusionner un jour. Voilà. C'est une chose. Et à ce moment-là, l'homme, c'est-à-dire le centre source, utilise les trois omnis pour les différents plans, ainsi que l'homme qui est un support, afin de le faire évoluer pour utiliser plus d'intelligence. C'est un support qui utilise, pas qui utilise, l'homme est un support afin que l'intelligence, avec l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, puisse s'exercer sur la planète Terre. Bon, alors il y a effectivement cette structure où l'omni, les omnis, l'un dans l'autre, parce que un omni engendre un omni inférieur, qui engendre un omni inférieur, qui engendre des conditions intentionnelles inférieures, qui engendre des conditions d'attraction inférieures, qui engendre des conditions intelligentes inférieures, et ces mécanismes d'intelligence inférieure qu'on appelle l'intelligence supramentale doivent maintenant pénétrer des conditions encore plus refroidies, donc elles engendreront des mécanismes mentaux inférieurs, elles engendreront des mécanismes astrales supérieurs et inférieurs, des mécanismes vitaux supérieurs et inférieurs, et finalement des mécanismes atomiques, donc matériels. La structuration fait en sorte que les omnis, l'un dans l'autre, à travers les contextes intentionnels et à travers les contextes attractifs qu'on appelle l'amour, mais le terme est un peu faux, et coloré du moins émotivement, et à travers la structure supramentale, cela engendre des correspondances dans les mondes refroidis, en l'occurrence les mondes densifiés comme le nôtre, et nécessairement, on va donc bâtir véhicule sur véhicule. Le véhicule matériel est là pour supporter l'intelligence vitale. Le véhicule vital est là pour supporter l'intelligence astrale. Le véhicule astral est là pour supporter l'intelligence mentale.
Le véhicule mental est là pour supporter l'intelligence supramentale. Le véhicule supramental est là pour supporter de l'intelligence bouddhique. Le véhicule bouddhique est là pour supporter de l'intelligence divine. Et ces trois niveaux d'intelligence sont là pour supporter un omni, qui va être en premier, comme tout à l'heure on l'a vu, un omni de présence. Par la suite, celui-là va servir de véhicule pour supporter un omni de conscience, qui par la suite va supporter un omni de potentialité, c'est-à-dire de pouvoir, de puissance. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'encore une fois, quand tu dis l'intelligence se sert de ceci ou de cela, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y manque énormément d'éléments à travers cette structure créationnelle, c'est-à-dire que les forces qui font partie de la création sont absolument ignorantes des conditions omni qui prévalent à l'extérieur de la création. Il y a une relation entre l'omni et ce qui est créé, mais il n'y a pas de relation entre ce qui est créé et l'omni. Et c'est le même phénomène que l'on va retrouver. Il y a une condition qui permet une relation entre l'intelligence et l'homme, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de condition qui permette le travail de relation entre l'homme et l'intelligence. Donc, l'intelligence peut manipuler l'homme, mais l'homme n'a pas la faculté de répondre à l'intelligence ou de la manipuler. Et c'est l'étape actuelle de l'humanité. C'est-à-dire que l'intelligence manipule l'astral manipule l'homme ne manipule pas l'astral ne peut pas manipuler l'intelligence. Évidemment, le travail structurel de l'homme, c'est d'arriver à agglomérer dans une structure géotemporelle, c'est-à-dire dans une structure spatio-temporelle, donc dans un corps limité dans un temps particulier, de réunir ensemble des conditions qui prévalent sous tous ces mondes parallèles, donc d'arriver à allier ensemble la structure atomique du corps, la structure vitale animatrice du corps, la structure amique qui va être intentionnalisatrice du corps du point de vue des structures mémorielles, et la structure mentale logifératrice, pour ensuite donner ce véhicule qui sera finalement fusionné entre lui-même à une contingence extraterrestre, donc extraplanétaire, qui fait maintenant partie des structures universelles, en l'occurrence la structure galactique, donc supramentale, et bouddhique. Par la suite, on ira placer nos cheveux au niveau d'un contact divin, et au-delà de cela, l'homme ne peut pas pénétrer. Comme tu viens de mentionner, aux différents niveaux, il y a une relation lorsque ça va être fusionné, c'est-à-dire que pas une relation non réciproque. Non réciproque, mais elle existe présentement, la relation, avant que la fusion s'opère. Il y a une relation de haut en bas, mais pas de bas en haut. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement comprendre le contraire du bas? Posons la question, y a-t-il quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Après ça, on verra. Je t'ai posé la question, prenant pour acquis qu'il y a quelque chose à faire. Exact. Alors, tu reposes la question. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour... Ma question n'est pas correcte. Je sais. Ayant établi qu'il y a une relation de haut en bas... Et aucune relation de bas en haut. Selon ce que tu as mentionné. Mais indirectement, il faut qu'il y ait une relation. Tu peux remonter. Il y a une relation de bas en haut dans la structure des conséquences. Okay. Mais il n'y a pas de relation dans la structure de conscience. Alors l'autre est en potentiel. Le potentiel, ça c'est un mot très intéressant. Alors je te l'ai dit, je préfère manger une pomme que manger du potentiel. Tu vas à un automobile, le gars dit je suis potentiellement millionnaire. J'ai déjà fait ça, moi j'ai voulu acheter des billets de loterie. Et la fille elle m'a dit celui-là c'est un billet gagnant. Parfait, je le paye pas tout de suite, je vais gagner puis je vais venir te le payer après. Elle n'a pas voulu. Le potentiel. Non. Il y a une communication dans la conscience de haut vers le bas. Il y a une communication dans la conséquence du bas vers le haut. Il n'y a aucune communication dans la conscience du bas vers le haut. Aucune communication veut dire quoi? Aucune communication veut dire aucune relation. Aucune relation, aucune vie entre les deux. Il n'y a aucun contact. Aucun contact. Il n'y a aucun contact dans la conscience densifiée vers les consciences réveillées, mais il y a des contacts de la conscience réveillée vers la conscience densifiée. Voilà. Je vais t'expliquer plus facilement, vous allez comprendre très facilement. Lorsque Dieu décide que tu as la grippe, tu as la grippe. Maintenant que tu as la grippe, Dieu le sait. Alors, lui, par l'intelligence, te donne la grippe, la conséquence, il sait. Il y a une relation de conséquentialité du bas vers le haut. Dieu, maintenant, sait que tu as la grippe. Et si tu en meurs, ben Dieu a voulu que tu meurs. L'intelligence te dirige. Maintenant, toi, tu décides, là, je ne veux plus avoir la grippe. Lui, il n'entend pas pantoute. Il n'y a aucune relation entre ta conscience et la tienne. Il y a une relation dans les conséquences des actes, des paliers sur lesquels tu as placé les choses. C'est comme si tu prends un paquet de petites billes qui t'attachent avec une corde. Je suis l'intelligence, je prends la première bille, je la lâche. Elle frappe celle-là, la dernière décolle. Ça fait comme ça. Bon. Moi, j'ai une conscience et il y a une relation de conscience, j'engendre une action. Maintenant, lui, elle monte en haut, elle frappe et elle vient me dire que ça a marché. Ça, c'est une relation de conséquence.
Mais elle a dit, veux-tu arrêter la première là-bas? Je ne le saurai jamais, moi, la regarder marcher. Okay. Alors moi, donc, l'intelligence peut te diriger. Toi, tu peux éternuer et l'intelligence saura que ça a marché, mais tu ne peux pas rien lui demander, rien lui dire, rien lui faire faire. Okay, si on prend pour acquis ce que tu viens de dire, là, que ça descend de haut en bas, Dieu descend dans l'homme pour lui dire, c'est-à-dire pour lui donner la grippe, après ça, il apprend qu'il a la grippe. Comment expliquer que les initiés qui sont dans un corps physique ont accès à une omniscience? Ils n'ont pas accès à une omniscience. Comment peuvent-ils savoir les choses qui se passent sur la planète quand ils ne sont pas à cet endroit-là? Ils ont accès à un tas de choses. À un tas de choses. Un tas d'informations. À un tas d'informations, pas à l'omniscience. Ce n'est pas le véhicule qui est utilisé n'est pas de l'omniscience. Non. Comment l'appellerais-tu? De la connaissance. Et au maximum, si on est instantané, j'appellerais ça de la science. Qui est des termes qui veut dire savoir. Donc, un savoir. Mais ce n'est pas un omni-savoir, c'est un savoir. Ils font référence aux annales akashiques planétaires. Mais demande-leur qu'est-ce qui se passe sur Betelgeuse, ils ne peuvent pas te le dire. C'est pas de l'omniscience. C'est-à-dire que ce qu'on a établi tantôt, que l'omniscience est à différents niveaux vibratoires, n'est pas le véhicule qui est utilisé pour qu'un humain dans un corps physique ait accès. C'est l'intelligence, le véhicule. Que ce soit nazarien ou qui que ce soit, ne s'est pas servi de l'omniscience pour faire les choses qu'il a. Même le nazaréen, en tant qu'humain, n'avait aucun accès aux omnis. Et c'est d'ailleurs pourquoi le nazaréen a dû cesser d'être un nazaréen. Alors il a relégué la partie humaine qu'il avait structurée, qui lui avait permis d'aller chercher un contact avec les phénomènes supramentaux, et le phénomène bouddhique, il l'a relégué sur la croix. Et lui a procédé de notre façon. Alors, on parle des effusions michaéliennes, alors nécessairement, le Christ lui-même n'était pas un humain. N'étant pas un humain, il ne peut pas être limité par les structures qui limitent l'homme. Mais devenant un homme du point de vue de la biologie, nécessairement, il devenait limité par la structure qui limite l'homme. Alors, il a accompli sur le plan planétaire le maximum et le summum que l'homme peut accomplir, sauf que par la suite, il a laissé à la structure humaine la structure humaine, il a remis à l'homme ce qui était à l'homme, et il a remis à Dieu ce qui était à Dieu. Lui. Quel est le rôle de l'atome dans l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence? Il n'y a pas de rôle. Quelle est la relation? La relation, elle est que l'atome apparaît parce qu'il y a une plissure au niveau de la barrière thermique engendrée par une pression faite par un omni extérieur. Et ça crée l'atome. Les premières frictions entre la barrière thermique et l'extraréactionnalité, entre autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre monde, notre galaxie est dans un continuum où, à l'extérieur de galaxie, il y a l'extraréactionnalité. Mais en même temps, à l'extérieur de notre galaxie, en monde parallèle, il y a notre univers. L'univers est sans limite mais fini, et à l'extérieur de l'univers, il y a l'extraréactionnalité. Mais en monde parallèle, en superposition, il y a le super-univers. L'homme peut traverser l'univers, le super-univers, finalement la création, mais il peut simplement sortir de sa maison et être dans l'extraréactionnalité. C'est là, en monde parallèle. Lorsque l'être humain, j'ai dit que l'être humain ne pouvait pas échapper à la condition limitatrice de 300 000 km à la seconde du point de vue de la vibration de sa conscience. Cela veut dire que plus l'être humain est petit, plus sa conscience peut être grande. Ça va de soi. Et c'est pourquoi l'être humain n'est pas bâti à la grandeur du Soleil. C'est pourquoi l'être humain habite une petite planète, et sur la planète, l'être humain ressemble à un microbe, et la planète elle-même, comparativement au Soleil, ressemble à un grain de sable. Et bien souvent, les soleils qui paramètrent des planètes sont des petits soleils, ce ne sont pas des grands soleils. Parce que plus la conscience chez plus l'être humain est petit, plus sa conscience peut être grande. C'est logique. 300 000 km à la seconde dans un espace immense, eh bien, avant qu'une information parvienne à l'autre bout de l'espace, c'est là. Mais si on te donne une tête qui mesure à peu près 8 pouces par 6 pouces, à 300 000 km à la seconde, l'information chemine là-dedans, bien rendue par bien souvent. Donc, plus l'être humain est bâti dans une structure corporelle petite, nécessairement, plus sa conscience sera grande. Je parle au niveau du système cérébral. Tu peux mesurer 6 pieds, mais le cerveau restera le même. L'être humain, bien souvent, parce qu'il oppose la grandeur de son corps physique à la grandeur d'un volcan, il se voit minable. Mais le volcan n'a pas de conscience. L'être humain a de la conscience. Et c'est son cerveau qui détermine la conscience, non pas la grandeur de ses mains ou la grandeur de ses jambes. Or, nécessairement, pour que cela puisse se faire, ça nécessitait une structuration matérielle extrêmement limitée
pour pouvoir engendrer dans la structure de conscience de l'homme une conscience à 300 000 km à la seconde qui lui permettrait d'avoir accès à une conscience, disons, supra-universelle. L'être humain, dans sa conscience galactique, peut comprendre le super-univers, même s'il n'y a pas accès du point de vue de régence. L'être humain, dans sa conscience, peut comprendre même le phénomène créationnel, même s'il n'a pas accès à la régence. Il n'a pas la puissance, il aura la conscience de ces phénomènes, mais il n'aura pas le potentiel, il n'aura pas de l'omniscience réelle, c'est-à-dire qu'il ne sera pas étendu dans l'espace à travers toute la création. Mais la création, mesurant, disons, des dizaines de milliards d'années-lumière, nécessairement pour qu'une information passe d'un point à un autre, ça voyage plus rapidement. Mais l'être humain étant limité à une structure de 300 000 km à la seconde, et étant donné qu'il est limité dans une boîte crânienne de 6 pouces par 6 pouces par 6 pouces, eh bien, il a la faculté, grâce à sa limitation de vitesse, il augmente, si tu aimes mieux, la vitesse de conscience en diminuant la distance. Exactement comme si j'envoie un courrier à cheval, Montréal-Québec, ça prend 3 jours. Mais si Québec, je l'amène à côté de ma porte, ben, le même courrier prend 2 heures. Alors, finalement, je n'ai pas diminué la vitesse, je n'ai pas augmenté la vitesse, mais diminuant la distance, j'augmente les résultats. Dans la conscience de l'homme, c'est ce qui arrive. On a un cerveau extrêmement petit, on est extrêmement minuscule, même microscopique. Mais on a la même vitesse que ce qui est grandiosement construit ici. Ce qui nous donne une conversion de conscience qui est extrêmement proliférante. Maintenant, au niveau du potentiel omni, l'être humain est bloqué. Bloqué à cette limitation de la matière. Et à un moment donné, l'être humain aura une conscience atomique. 300 000 km à la seconde dans un paramètre qui s'appelle l'atome, ça augmentera la conscience de l'homme. Mais elle restera limitée à la vitesse et à l'espace. Est-ce qu'il y a une évolution dans les omnis? Il y a une évolution dans les omnis. Est-ce qu'il y a une évolution dans les omnis? Oui, puis non, ça dépend de ce qu'on entend par évolution. Il n'y a pas d'évolution structurée et volutrice comme l'homme, la vie présentement. Ce n'est pas une évolution d'accroissement de conscience. Est-ce qu'il y a des degrés vibratoires? Oui, mais est-ce qu'un degré vibratoire tend à rejoindre un autre degré vibratoire? Non. D'où le fait qu'il n'y a pas d'évolution comme nous le concevons. Est-ce que les omnis sont contenus dans la lumière? Non, la lumière, c'est contenu dans les données. La lumière, c'est ce qui se déplace à la plus grande vitesse dans la limite de notre conscience. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la lumière, mais la lumière n'existe absolument pas entre les univers des super-univers. La lumière, c'est banal, la lumière, c'est extrêmement limité. La lumière, on l'adore. Pourquoi? Parce que quand on parle de lumière, nécessairement, on parle de ce qui amène de la clarté. Et cette lumière-là n'existe pas à l'extérieur. Pour que la lumière, prenons juste l'exemple du soleil. Le soleil, sa lumière n'a aucune puissance, elle n'est pas réfléchie par la lumière. Alors, si la lumière éclaire un vide noir, tu ne verras rien. Il faut qu'il y ait un objet pour que tu vois qu'il y a de la lumière et qu'il y a un objet. À l'extérieur de ce super univers, la lumière, c'est une très force. La lumière, c'est comme une Lada, c'est comme un Volkswagen, c'est pas bon. Ça voyage lentement. Je parle des vieilles coccinelles. Ça voyage lentement. Ça n'a rien à voir. La lumière, c'est spirituel. C'est-à-dire que la lumière, c'est le maximum, c'est le summum de conceptualisation spirituelle que l'homme est parvenu à établir en contact avec les sphères qu'il le perçoit, mais qu'il ne peut pas comprendre. Alors, on limite tout à la lumière. Premièrement, parce que la lumière, elle éclairait, donc elle sécurisait l'ego dans l'Antiquité, alors que l'absence de lumière était le noir. Dans le noir, tu avais peur des fantômes, tu avais peur de ce que tu voyais pas. Alors que lorsque la lumière arrivait, lorsque la lanterne s'allumait, etc., ça donnait de la clarté, ça te permettait de te frapper les tibias sur les meubles, ça te permettait de voir ta femme et de ne pas avoir peur, ça te permettait de te promener dans la maison, c'était très intéressant. Au niveau de la projection spirituelle, lentement, la lumière est devenue la conscience, la clarté de conscience, où tu voyais le bien et le mal, où tu voyais le bon et le mauvais Dieu, où tu voyais le bon et le mauvais humain. Et lorsque l'on parle que la lumière va devenir matière, c'est déjà réglé. Il suffit de prendre la matière et la fissurer, on a de la lumière en masse. Mais au-delà des concepts humains, la lumière, c'est simplement un véhicule qui amène de l'énergie par ondulation et par corpuscule. C'est tout. Lorsque nous parlons des omnis, il y a une chose sur laquelle on va peut-être revenir lors de la deuxième ou troisième partie, c'est justement à quoi va ressembler l'homme lorsqu'il aura atteint la limite. Et quelles vont être ses occupations préférées, n'est-ce pas, lorsqu'il aura atteint la limite de sa structure évolutive, donc de son évolution. Parce que l'être humain est plafonné. Alors, si on pose la question, on va élaborer là-dedans. Au niveau des omnis, l'être humain n'a pas d'omniscience, l'être humain n'est pas habité par l'omniscience, l'être humain n'a pas d'omnipotence, l'être humain n'est pas habité par l'omnipotence. Quand on dit que l'être humain est habité par Dieu, c'est vrai à cause de son âme. Comment est-il influencé par les omnis, d'abord?
par la structure, par toute la structuration matérielle qui est engendrée par l'intelligence. L'être humain n'a de conscience de l'omni que l'intelligence, qui est l'esprit, qui va être le véhicule, qui va exprimer l'omni. Et l'intelligence, c'est une logistique. L'intelligence, c'est les guerres nucléaires. L'intelligence, c'est les anti-guerres nucléaires. L'intelligence, c'est tout simplement une mécanique qui s'applique les unes par rapport aux autres. Si je prends le verre d'eau et que je verse l'eau comme ça, c'est intelligent que l'eau tombe à terre. Pourquoi? Parce que la gravité se fale derrière pour l'attirer. En réalité, c'est une courbe spatio-temporelle qui plaque l'eau au sol, mais la Terre n'attire pas. Et on va dire que c'est intelligent, c'est logique, c'est évident. Sauf qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui ont une tendance à s'acheminer vers le plan planétaire. Et ces formes d'intelligence-là ne peuvent être raisonnables. Quand je parle raisonnable, c'est raisonner, donc raisonnable et non pas raisonnable d'un point de vue astral. Changer d'opinion. Ne peuvent être raisonnables que par une structure atomique neuronique. Mais l'intelligence manipule l'humain simplement par mécanicité. Il n'y a pas d'intentionnalité personnifiable. Est-ce que les omnis servent plus à d'autres plans qu'à l'homme? Non, les omnis ne servent à rien. Et ils ne servent rien. Tout ce qui découle d'eux servent la hiérarchie supérieure. Et on peut dire servent l'omni, mais c'est un peu faux. L'extraterrestre qui forme un vaisseau spatial pour venir pendant un laps de temps. Il applique de l'intelligence. Il n'applique pas de l'omni, il applique de l'intelligence. Il ne sert pas d'omnipotence pour... Il applique de l'intelligence. Et pour appliquer l'intelligence, il a fallu qu'il serve de base des omnis. Tu es palefrenier, tu t'occupes des chevaux. À un moment donné, tu demandes à quelqu'un de venir te serrer tes souliers. Celui qui va serrer tes souliers te sert toi. Mais si moi je suis le roi et tu es mon palefrenier, celui qui serre tes souliers ne me sert pas. Il te sert toi. Toi, tu me sers moi, mais celui qui serre tes souliers ne me sert pas. L'homme ne sert pas l'omni. Il sert des structures hiérarchiques qui, eux autres, servent d'autres structures hiérarchiques qui, eux autres, servent l'omni. Mais l'homme ne sert pas l'omni par correspondance réactionnelle. Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas d'omni? Il n'y arriverait rien. Est-ce que l'homme pourrait exister pareil? Mais non, il n'y arriverait rien. Il n'y aurait rien. Et voilà. Alors, il n'y aurait pas de création. Les omnis, c'est tout et c'est rien. Les omnis, ce sont les omnis. Ce sont des phénomènes qui n'existent pas dans une gestion spatio-temporelle. Donc, les omnis, ce n'est pas tout. Les omnis, c'est rien. Ça ne peut pas être tout et rien. L'omni est un monde parallèle relié au monde du tout, la création. Mais l'omni est extra-créationnel, donc l'omni n'est pas relié au monde de la création, donc l'omni est de ce point de vue rien. Mais on doit faire extrêmement attention à lorsque je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais le fait qu'il n'y ait rien n'empêche pas... Regarde, toi tu sors de la création avec ton véhicule terrestre. Tu arrives dans l'extra-créationnalité plein. Et là, tu as de la misère à bouger. Oh, mais je touche quelque chose. Il n'y a rien. Tu ne touches rien, mais ça peut t'influencer. Alors, tu vas dire, oui, mais il y a quand même quelque chose. J'arrive même pas à avancer, je suis comme à côté sur un mur. Ce mur n'existe pas. Tu vas dire, oui, mais il est là, regarde. Il n'est pas là. Il peut influencer tes actions, mais il n'a pas besoin d'exister pour autant. L'existence dans la tête de l'homme veut dire deux choses. Veut dire être paramétré par une spatio-temporalité, donc être matériel et être là quelque part dans le temps. Et deuxièmement, l'existence pour l'homme veut dire être structurable du point de vue de sa mémoire astrale. Si je te dis qu'il y a quelque chose là que je perçois, que je sens, mais que toi, dans ta structure astrale, tu ne peux pas percevoir, tu me dis, voyons, c'est ton imagination. Ça n'existe pas. Donc, il y a deux formes d'existence au niveau de l'être humain, un corps matériel et un endroit quelque part dans le temps. Deuxièmement, une structuration possible du point de vue de l'âme, de l'ego. Et là, on va dire, ça existe. Mais si ce n'est pas quelque part dans le temps, et si ce n'est pas quelque part dans la matière, et si tu ne peux pas le structurer du point de vue de ta mémoire, qui elle structure le temps et la matière, ça n'existe pas. Alors, ça n'existera pas. Mais ça peut te donner un coup de poing en plein visage, mais ça n'existe pas. Non, le trou dans ton visage existera. C'est pas le point qui aura frappé. Est-ce que c'est important à ce moment-là de savoir la différence? Non, mais c'est important de savoir bloquer.
qui n'existe pas. On fait une pause et puis on revient.